L'imagination au pouvoir de l'imagination. Cette conférence s'intéresse donc à la question de l'imagination, l'utilisation de l'imagination et sa nécessité. Si le mot imagination semble plutôt banal, son sens précis est assez loin de l'être, et on va essayer de comprendre pourquoi. Son implication dans notre espace, notre environnement, notre société, notre psyché est particulièrement intense, que l'on en soit conscient ou non. En effet, nous passons notre temps à imaginer. Regardez, j'en ai deux en face de moi, qui imaginent le prochain rendez-vous de telle fille avec tel garçon, ou tel garçon avec telle fille, un peu plus loin. Certains d'entre vous imaginent d'obtenir son diplôme, ici. Certains imaginent après, dans la société, ils vont imaginer d'être à la place de votre chef. Certains, plus pragmatiques, vont imaginer le repas de ce soir. Ou certains vont même imaginer la vie après la mort, etc. Finalement, notre vie de pensée n'est qu'une vie d'imagination. Rares sont les moments, finalement, où nous pensons à l'instant présent. Vous êtes en permanence en train de penser, nous sommes en permanence en train de penser à l'instant futur ou l'instant qui est passé, mais assez rarement à l'instant présent. Ce qu'on peut regretter par ailleurs, mais là n'est pas le sujet. Notre vie est un permanent aller-retour entre la pensée du futur et l'expérience réelle. Ce qui est finalement assez perturbant, car l'imagination devient en fait le point de référence de la vie. On le dit de façon très claire à propos d'une situation. Vous dites facilement « j'imagine que c'est ainsi », après quoi on dira « je n'imaginais pas cela comme cela », ou alors « c'est tout à fait ce que j'imaginais ». En fonction de notre imagination, ce qui est en train de se passer, c'est que nous établissons ce qu'on va appeler des points de référence. Le point de référence va être l'endroit ou le moment ou le fait qui va nous faire juger l'expérience que nous avons vécue. Ainsi, c'est pour ça qu'on va parler un tout petit peu de mai 68, il est curieux qu'en mai 68, les manifestants appellent l'imagination au pouvoir. À l'évidence, l'imagination est bien présente et elle est bien au pouvoir. Mais simplement, est-ce qu'elle plaît ? Vraisemblablement pas. Cette imagination, à ce moment-là, ne séduit pas les manifestants. Elle est toutefois bien présente. Si elle ne plaît pas, l'imagination, à ce moment-là, auprès des manifestants, c'est que le point de référence que l'on vient de nommer n'est pas le même entre ceux qui sont au pouvoir et les manifestants. On réclame alors une autre imagination, ce qui est un peu plus juste que l'imagination au pouvoir. Il y a nécessairement de l'imagination au pouvoir, et je vais expliquer après les différentes formes d'imagination. Je vais y arriver. Lorsque l'on est conscient que l'imagination est un point de référence, nous comprenons que c'est quelque chose sur lequel nous cherchons à prendre pouvoir, à prendre possession. Ainsi, pour Épictète, l'imagination est une maladie de l'âme, je vais y arriver, mettant l'homme hors de lui, qui l'empêche de maîtriser sa raison. Il faut donc s'en méfier. Pour Descartes, l'imagination est la faculté de se représenter le réel de façon sensible. Toutefois, elle est maîtresse d'erreurs, de fausseté, elle entraîne la raison hors du chemin de la vérité, vers les excès de la passion et de la démesure. Donc, de nouveau, l'imagination, il faut s'en méfier. Pour Jean-Paul Sartre, en revanche, l'imagination désigne une fonction irréalisante de la conscience qui, par la faculté de nier et de dépasser le donné, on y reviendra, atteste la transcendance et la liberté qui définissent, dans un vocabulaire sartrien, le pour soi. Sartre n'est pas dans la méfiance de l'imagination, car elle représente pour lui de la transcendance et la liberté. Il montre donc l'intérêt finalement du point de référence, sans préjuger du réalisme. Il faut simplement s'en accommoder, car il est le dispositif permettant la liberté. Cette perspective sartrienne est tout à fait en accord, évidemment, avec ces principes de l'existentialisme, qui est de laisser à chacun sa propre liberté de choix et de ses responsabilités, en fonction évidemment de ses désirs, de ses envies, de ses imaginations, sans prendre position sur le caractère réaliste de la proposition. Cependant, si on laisse l'imagination maîtresse de notre raison, cela peut nous rendre malades, évidemment. Les fantasmes peuvent tout autant être porteurs que destructeurs. C'est que l'imagination est évidemment très liée aux aspects psychologiques des individus. En psychologie, l'image est une représentation mentale d'objets non présents et est dit imaginaire tout produit de l'imagination, en tant qu'il se distingue du réel. Dans la psychologie classique, l'imagination est une activité de l'esprit qui fabrique des combinaisons nouvelles d'images. C'est une des diverses facultés de l'esprit, avec l'intuition sensible et l'entendement.
Nous avons en effet une capacité d'imaginer, ce qui n'est pas le cas évidemment de tous les êtres vivants. L'imagination, imaginatio en latin, c'est bien la faculté de former des images à partir de ce qui a déjà été perçu. C'est l'imagination reproductrice, je m'imagine revivre une situation déjà vécue, ou une fonction inventive. L'esprit produit des synthèses originales, par exemple, je m'imagine une voiture volante. En cela, notons que l'imagination n'est pas totalement déconnectée du réel, puisqu'elle peut jouer également un rôle essentiel dans l'invention et l'innovation. On peut évidemment penser au clonage pour l'imagination reproductrice, à la machine volante de Léonard de Vinci pour la fonction inventive. L'objectif de notre discussion ici, c'est de regarder comment l'imagination se met en place pour la société, quels sont les enjeux de l'innovation pour la société, quelles sont les revendications pour pouvoir construire un monde nouveau, et qui va s'utiliser évidemment, être utilisé par les individus pour les individus au sein des individus. Et enfin, quelles relations entretenons-nous avec l'imagination ? Plus particulièrement pour cette conférence, ce qui va nous intéresser ici, c'est la question de l'imagination dans la société, dans le monde de demain, qu'il soit 2020, 2030, 2040, pour les individus dans un pays, dans un continent, sur une planète. D'emblée, nous devons souligner qu'imaginer une société nouvelle est une préoccupation de tout temps. Que la société doit être meilleure, qu'il faut la contester pour l'améliorer, est en effet un lieu commun, même si à certaines périodes, les manifestations pour imaginer un monde nouveau sont plus importantes qu'à d'autres. Ainsi, à l'époque des Lumières, les philosophes sont particulièrement dans cette imagination d'une société nouvelle avec Diderot. Par exemple, dans son supplément au voyage de Bougainville, il présente une société que vous connaissez, où il l'a dit, critique évidemment de la société européenne du XVIIIe et du processus de civilisation, par contraste avec la société tahitienne tout entière naturelle. Dans un esprit rousseauiste, il condamne la société européenne par confrontation avec une société naturelle, simple, cohérente avec elle-même, celle de Tahiti qui suit les lois naturelles de la nature. 19e siècle, Henry David Thoreau, aux États-Unis, est particulièrement virulent envers un autre penseur qui est John Adolphus Hetzler, qui écrit en 1833 « Le paradis à portée de tous, sans travail, par la puissance de la nature et de la mécanique ». Hetzler imagine alors un système mécanique dont l'enjeu est de faire advenir le paradis pour tous. Thoreau est particulièrement méfiant à l'égard des propositions d'Hetzler, dont la production va malmener la nature. Le bonheur passe pour lui pas par l'utilisation et l'accroissement de biens et de confort, il s'agit au contraire de se focaliser sur la constitution d'une existence basée sur des biens nécessaires et de s'occuper à développer la spiritualité. Quand Hetzler prône une révolution industrielle, Thoreau pense, lui, qu'il faut une révolution mentale et spirituelle. Le XXe siècle, lui, va nous intéresser avec mai 68. Exemple intéressant où il y a une contestation de l'autorité, des classes sociales, des mœurs, de la discipline. On conteste une société civilisée dont les normes mettent les humains en contradiction avec eux-mêmes. Une société qui va être prisonnière des codes moraux, des codes civils et religieux. Il y a finalement, en mai 68, une société qui, effectivement, va être condamnée comme trop développée, sophistiquée. Finalement, on va être contre un modèle des sociétés industrielles. Et Diderot, comme Diderot, comme Thoreau, on va pouvoir voir également émerger cette critique de la société avec Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, dont se réclamera Daniel Cohn-Bendit, il va dire la nature commercialisée, la nature polluée, la nature militarisée a détruit l'environnement de l'homme, non seulement dans un sens écologique, mais aussi dans un sens particulièrement existentiel. Ce que veut souligner Marcuse, c'est que le progrès mène à une rupture du lien parfait, à la fois entre l'homme et la nature. Pourquoi finalement émerge mai 68 ? Il faut laisser place à l'imagination, dans la gestion de la société, abandonner les codes auxquels on obéit. Pour mai 68, le code majeur, c'est celui de la moralité, la civilité et la religiosité. Ces trois codes se sont substitués finalement au code de la nature, et donc on a finalement perdu la simplicité, la cohérence de l'organisation naturelle de la société. 68, c'est avant tout un mouvement étudiant, et un mouvement également qui est ouvrier, avec comme socle commun la critique de l'autorité, particulièrement présente dans la mise en cause des hiérarchies institutionnelles.
On retrouve une critique évidemment de la division du travail qui engendre en même temps la division sociale qui cloisonne les mondes sociaux entre eux et affecte les personnes à des places et à des rôles prédéterminés. 68 est également une contestation politique. Ce mouvement traduit une crise politique due essentiellement aux institutions de la Ve République, ce que l'on pourrait d'ailleurs toujours critiquer, et il se traduit par une crise politique, notamment contre le général de Gaulle, où très clairement, il est demandé de renverser sa propre dictature, la dictature du général de Gaulle. La contestation du champ religieux en 68 est importante, c'est évidemment son emprise, c'est évidemment ses dogmes. Notons évidemment que Vatican II, à cette époque-là, n'est achevé que depuis 3 ans. Une contestation dans l'éducation, évidemment, contre les professeurs, essentiellement, qui étaient accusés de fabriquer des étudiants incapables de penser par eux-mêmes, mais au contraire formés à penser la société économique et industrielle comme le voulaient. Ils revendiquaient de meilleures méthodes d'enseignement et une plus grande liberté d'action et de pensée, laisser la place à l'imagination. Cette place réclamée de l'imagination en passe avant tout par la libération de la parole, interprétée par certains dans ce que l'on peut appeler une psychanalyse collective. Cette psychanalyse collective, elle permet de faire émerger la parole à partir de 68. Dire que la morale ne nous convient pas, dire que la religion ne nous convient pas, dire que les normes familiales ne nous conviennent pas. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est de mettre ça en perspective avec la libération de la parole également à l'occasion des mouvements du printemps arabe, dans lequel on va avoir également une libération de la parole. Concernant 68, Michel de Certeau disait qu'on a pris la parole comme la Bastille a été prise en 1789. Ce mouvement est donc important en 68 et il faut l'apprécier à sa juste valeur. En 68, les étudiants qui se révoltent font majoritairement partie de la bourgeoisie, vivant dans un environnement particulièrement confortable, des jeunes bourgeois étudiants qui rejettent leur propre milieu car ils le jugent oppressif, médiocre, ils se sentent opprimés par la société, mesquins, et donc vont chercher, avec la rigidité des mœurs, à la repousser et à promouvoir des valeurs qui sont anticonformistes. Comprendre mai 68, c'est certainement comprendre mai 68 par l'imagination, et pas forcément sa justification. Je vais m'expliquer pour ça, tout simplement parce que 68 a un esprit particulièrement utopiste, quasiment même affiché. Pour le dire simplement, il n'y a pas pour 68 d'objectif explicite. S'il y a un refus des institutions, peu d'alternatives solides sont envisagées. Il n'y a pas de programme de société clairement établi. On conteste, mais on ne propose rien. On se révolte sans la pensée structurée de l'avenir. On veut simplement laisser l'imagination advenir, en 68, contre la domination capitaliste, contre la bureaucratie, au nom de l'imagination, du rêve, de la vie, du plaisir. Une utopie assumée au regard des slogans poétiques, si l'on peut dire, qui fleurissaient sur les murs à cette époque-là. Soyez réaliste et demandez l'impossible, interdit d'interdire, ou encore l'économie est blessée qu'elle crève. C'est encore tout à fait d'actualité. Ou encore ici, reprenons le mot de Rimbaud, nous voulons changer la vie, nous voulons réaliser l'unité dans l'infinie diversité, exalter les différences et bannir la totalité, et son corollaire, le totalitarisme. C'est l'écrasement de ces mêmes différences. Nous voulons transformer la quotidienneté médiocre et astreignante en une fête libératrice qui apporte à l'être la plénitude de la vie. Nous n'acceptons plus les lendemains de fête, nous voulons que la révolution soit une fête perpétuelle et la vie de chacun de nous une œuvre d'art à réaliser. Ce que les manifestants souhaitent, c'est donc une société plus respectueuse de l'individu et de son bien-être, presque même libertaire. On notera ici une dimension particulièrement importante dans le mouvement de 68, dans ce qui vient d'être cité, à savoir la place de l'art. Et nous y reviendrons de façon importante ensuite. Très symboliquement, les manifestants d'ailleurs, qui sont à la fois étudiants, ouvriers, mais aussi artistes, prennent possession de ces lieux artistiques qui pour eux sont capitaux. Ce matin, le drapeau noir et le drapeau rouge
flottait au fronton de l'Odéon Théâtre de France. Hier soir, à 23h45, les spectateurs croisaient les manifestants sur les marches du théâtre. La police n'intervenait pas. Cet après-midi encore, les alentours du théâtre étaient libres d'accès. À l'intérieur, plus de 3000 manifestants prenaient aussitôt place pour un meeting permanent. Et tandis qu'un membre du mouvement du 22 mars déclarait « La prise de l'Odéon est une mesure d'agitation révolutionnaire », Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault tentaient de calmer les esprits. « Notre théâtre n'est pas un théâtre bourgeois ». Raymond Rouleau, rallié à la cause des manifestants, déclarait « Je pense que d'autres théâtres deviendront des lieux de réunion ». Vers 11h, nous pouvions joindre le comité d'action créé à 6h du matin. Nous sommes dans le bureau de la commission d'information de l'Odéon, donc qui s'est installé ici, dans les locaux. Je pense qu'il est bon de faire une mise au point. Pourquoi a-t-on pris l'Odéon? Qui a pris l'Odéon? Et que faire maintenant à l'Odéon? Bon, le comité d'action révolutionnaire qui a pris l'Odéon vient de publier un communiqué qui vaut pour toute la presse. Je vous le lis. À la suite de l'appel du mouvement du 22 mars, au cours de son assemblée générale du 14 mai, il a été décidé de la création de comités d'action révolutionnaire sur tous les lieux de travail. Un certain nombre d'artistes, de comédiens, d'étudiants et d'ouvriers ont décidé de fonder un comité d'action révolutionnaire sur les lieux de la culture bourgeoise. L'Odéon fut choisi non pas pour attaquer personnellement une compagnie, mais pour que le théâtre de France cesse pour une durée illimitée d'être un théâtre. Il devient à partir du 16 mai, premièrement, un lieu de rencontre entre ouvriers, étudiants, artistes et comédiens. Deuxièmement, une permanence révolutionnaire créatrice qui entreprend un travail de réflexion sur notre refus de la diffusion du spectacle marchandise. Troisièmement, un lieu de meeting politique ininterrompu. Comme cela commence dès ce soir à 24 heures. Toutefois, il faut le dire ainsi, 1968 reste inachevé. Le déclin de mai 68 est souvent associé à un déclin des idéologies, sans pour autant dire évidemment que 68 n'a servi à rien, loin de là. Il faut tout de même imaginer que l'on a demandé un changement, mais que finalement on a détaché notre imagination de l'action. Finalement, une incapacité de mettre en place les revendications. On peut noter ici, cependant, quelques mouvements un peu différents, proches de mai 68, avec les communautés hippies. Résultat concret, il faut le dire cette fois, aussi de cette façon-là, d'un type d'imagination qui, en quelque sorte, prend le pouvoir par et pour lui-même. Ce mouvement souligne le rejet de l'ordre, de la société établie sur le plan politique et social, trop traditionnaliste et capitaliste. On retrouve cette révolte de jeunes bourgeois qui se disaient opprimés par le matérialisme, omniprésent dans la société, et qui les privait de l'essentiel, la liberté à tout prix. Rejet du conformisme des plus âgés, refus de s'assagir et de passer par certaines étapes jugées inévitables, que vous savez, travail, famille, patrie. Ils rejetaient, dans cette communauté-là, les valeurs associées au travail, à la réussite professionnelle et le primat des biens technologiques au détriment des biens naturels. Sur quoi on peut encore se poser des questions lorsque l'on voit le nombre d'ordinateurs levés pour une conférence comme celle-ci. Je répète du coup la phrase qui est particulièrement juste ici. Cette notion du primat des biens technologiques au détriment des biens naturels. Ils aspiraient tout simplement, les hippies, à une sorte de fraternité universelle pour laquelle ils espéraient trouver des idées, des techniques, dans des sociétés traditionnelles. Ce complexe idéologique, on pourrait parler de complexe technologique parfois, dans cette nécessité de posséder la technologie, essentiellement constitué en une praxis. Les hippies ou leurs pratiques n'ont jamais véritablement été théorisées, jamais fait véritablement non plus partie d'une homogénéité de mise en œuvre parmi ceux et celles qui se reconnaissent pourtant comme tels. Les communautés hippies ont imaginé la recherche d'un nouveau modèle d'existence pour les hommes. Ils s'érigent contre toutes les catégories bien pensantes, se promouvant et promouvant spontanéité et naturisme. Tels des disciples évidemment de Diogène le Cynique, ils se montrent autant par le vêtement que par le corps, par les gestes et les attributs sur les places publiques. Poussé par la recherche d'un bien-être, d'un bien-vivre, tout en rejetant le travail et les obligations, le hippie transgresse les normes, y compris d'ailleurs dans la prise de drogue. La prise de drogue, pour eux, c'est une démonstration que l'état intérieur est le seul qui compte.
La prise de drogue permet d'effectuer un rite de passage, finalement de cimenter la communauté, de se reconnaître, d'entretenir une réaction face au système. Ainsi, l'imagination libertaire des hippies est proche de l'esprit de 68, dans ses propositions envers le pouvoir, la drogue, la morale, la sexualité également. Néanmoins, contrairement à 68, chez les hippies, pas d'influence de type politique, de consonance maoïste ou trotskiste, ils se réclament évidemment plutôt de Gandhi. Ce qui explique que les hippies prônent la non-violence, ce qui n'a pas été le cas avec 68. Je vous disais que nous retrouvons un caractère répétitif à chacune des périodes de l'histoire, avec Rousseau, avec Diderot, mai 68. Plus récemment, c'est ce que l'on nomme également avec les indignés, en Espagne, à New York ou en Grèce. Il y a ici une filiation tout à fait nette. Cependant, il faut noter que lorsque l'on regarde les indignés, Occupy Wall Street, etc., nous ne sommes plus dans une jeunesse bourgeoise qui peut se demander comment imaginer le monde de demain, mais également une survie pour demain. Finalement, la survie pour demain va nous donner un comportement de défiance, un comportement de révolutionnaire, et finalement un rejet, une contestation et une violence que l'on peut beaucoup plus attribuer dans la philosophie à Machiavel qu'à Platon. Platon, dans la République, va noter que l'utopie met en œuvre une vision idéaliste et procède à un esprit réformateur. Grâce à elle, on va viser une société parfaite, au sens où elle serait exempte d'injustice et rendrait possible l'accomplissement de chacun de ses membres. Une utopie qui représente une société dans laquelle le sens de la communauté est premier. Une utopie qui va être présidée par une éthique rigoureuse. Une utopie qui met la sagesse, qui met la connaissance et l'éducation au premier plan. Cette utopie tend vers l'autarcie économique et se veut en rupture avec un monde réel qu'elle juge moralement et politiquement corrompu. C'est exactement la démarche de 68 et celle du mouvement hippie. Dans la volonté. Par contre, lorsque l'on regarde les propos de Machiavel, on va avoir une pensée dite réaliste. La pensée dite réaliste de Machiavel prend la forme, évidemment, dans les mouvements du type indigné ou Occupy Wall Street. Le prince, pour Machiavel, doit prendre les hommes tels qu'ils sont et non pas tels que nous voudrions qu'ils soient, ou encore tels que nous pourrions rêver que les hommes deviennent. Les hommes ne sont pas bons, ils sont mauvais, ils sont stupides, ils sont violents et sont dévorés d'ambition. C'est ainsi que Machiavel parle de réalité. Et c'est comme cela qu'il la désigne. Il faut donc prendre les hommes comme tels et donc trouver un moyen d'existence qui reste supportable. Si ça n'est plus supportable, alors on se révolte. Quand d'un côté, l'utopiste considère l'homme bon, que le peuple est composé d'individus dotés de morale et de bonne volonté, le réaliste considère que ce caractère est rare et que pour qu'un environnement souhaité par les utopistes prenne réalité, il faudrait que la nature humaine soit transformée. Ce que j'ai voulu vous donner là pour la première partie de la conférence, c'est vous montrer comment l'imagination finalement s'organise, quel est le rôle de l'imagination, comment elle va se structurer. Mais ce qui nous importe, dans la deuxième partie que je vais vous adresser, c'est comment nous, en tant qu'individus, nous pouvons apporter de l'imagination pour la société. Comment nous pouvons jouer un rôle, ou est-ce que finalement on reste à regarder la société telle qu'on peut l'avoir. Face à la société dans laquelle forcément nous sommes jetés, il y a forcément une attitude adoptée. Pas à adopter, mais vous m'avez suivi, une attitude adoptée, consciemment ou non. Cette partie est peut-être un peu plus technique. Notons trois attitudes. Trois attitudes. Une attitude d'acceptation de la société telle qu'elle est donnée. Une attitude d'indignation qui fait qu'on ne va pas accepter la société telle qu'elle est. Et une société qui va être une société qui va veiller à installer, si vous voulez, un monde nouveau. Je vais y revenir en détail. Spontanément, la première attitude que l'on a vis-à-vis du monde, il faut que vous vous considériez comme individu tel que vous êtes, et vous êtes face au monde en permanence. Dans cette première attitude, vous êtes dans une situation que l'on va dire d'acceptation. On peut appeler cette attitude-là l'attitude de la conscience agissante. Vous avez une conscience et vous agissez. Lorsque vous choisissez de faire des études, lorsque vous choisissez telle école, lorsque vous choisissez d'aller en cours, vous êtes bien dans une conscience qui va se mettre à agir. Je suis dans un monde, une organisation, et je forme avec le monde une seule et même entité.
J'agis et j'interagis avec les autres. Je prends acte et part aux actions de l'ordre qui m'est présenté. Pensez bien à ce que je viens de dire, également de l'ordre qui m'est présenté. La situation dans laquelle vous êtes est finalement un écrasement entre l'individu et la société, qui a pour conséquence l'oubli ou le déni de vous-même, en tant qu'être en imagination. On est être au monde, mais réduit à celui-ci comme connu. Le deuxième niveau d'attitude est celui de ce que l'on va appeler la conscience agissante, ou la conscience, pardon, pas la conscience agissante qui était le premier point, pardon, mais la conscience citoyenne. C'est l'endroit où l'on prend conscience d'un décalage possible entre la société telle qu'elle est donnée et sa propre acceptation. Il y a des choses dans la société qui ne vous paraissent pas normales. Je ne suis pas à l'aise avec ce que je vois, comme Michel Foucault pouvait le noter par exemple à l'égard des prisons, à l'égard des minorités, à l'égard des homosexuels par exemple, où il disait de façon très claire « je perçois l'intolérable ». Dans ce cas de figure-là, c'est un peu cela. On perçoit ce que l'on a envie de rejeter. C'est la reconnaissance d'une première distinction, d'une première séparation des éléments constituant l'individu face à son environnement. Ce deuxième niveau permet d'établir un premier contact entre soi, son individualité, et l'environnement sociétal. Cela se concrétise en termes de revendication, de manifestation, de contestation entre ce que vous voyez et ce qui ne vous semble pas normal. Le troisième et dernier niveau est celui dit de l'attitude spirituelle. L'individu comprend qu'à ce stade, outre la distinction de son individualité avec l'organisation, il y a une transcendance à la fois qui le dépasse et dont il a conscience. Vous comprenez que nous sommes ici proches de l'imagination selon Sartre, c'est-à-dire comme transcendance et liberté. Cette transcendance n'est ni étrangère à l'individu, ni rapprochée à un ordre mystique ou religion, etc. Mais elle va donner la capacité de l'individu à penser par lui-même, à penser par son esprit. Nous revenons alors très proche de l'utopie au sens même du mot forgé par Thomas More, qui n'est pas tant un rêve illusoire que simplement quelque chose qui ne se rencontre en aucun lieu. Vous avez donc ces trois dimensions de la conscience dans lesquelles vous êtes confrontés. Trois niveaux qui se distinguent, comme vous le voyez, pas de façon forcément évidente, car il peut y avoir une manifestation rejetant un ordre établi, mais dont la visée confine avec l'utopie, comme c'est le cas avec 68. Toutefois, les trois grandes distinctions existent. Le premier niveau, celui que vous avez donc tout en bas de la pyramide, est celui que l'on peut appeler naturel ou spontané de la conscience agissante. C'est tel que vous êtes lorsque vous arrivez dans une salle de cours et vous passez l'ensemble de la conférence à discuter en s'en foutant pas mal de ce qu'on peut raconter. Je suis dans la conscience agissante, je vais agir tel que je suis donné dans la société. C'est le cas du salarié comme du chômeur, de l'étudiant comme du professeur, dans la volonté toutefois d'agir. On a bien cette notion agissante, c'est bien cette notion d'agir dans le monde. Mais on est orchestré par un monde qui est donné, et ce niveau montre une attention particulière à faire fonctionner le monde, son environnement. Évidemment, nous cherchons à l'améliorer, à y contribuer, à mettre une part active de soi, mais en restant confiné dans ce monde donné. Ainsi, le salarié sera dans ses missions, le chômeur arpentera les sites de recherche, les bavards bavarderont, les bavards bavarderont, les étudiants, évidemment, se projetera dans ses cours, quand le professeur corrigera lui-même ses copies. La deuxième attitude, la conscience citoyenne, oblige un certain esprit à interroger le monde au point de se mettre à le critiquer, parfois même l'obliger à se modifier ce monde, à la fois par la violence ou par la pétition. Dans Occupy Wall Street, par exemple, les indignés, on est dans cette configuration-là. Il y a un monde qui me déplaît et je veux changer ce monde. On est dans cette conscience citoyenne. Ça peut être, au sens noble, l'homme politique. L'homme politique qui voit la société d'une certaine façon et il veut la changer par des lois, il veut la changer par ses valeurs, il veut modifier la société parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'il lui pense être juste. Ça peut être tout simplement l'innovateur ou l'inventeur. Pourquoi l'inventeur ou l'innovateur invente ou innove ? C'est parce qu'il lui semble manquer quelque chose dans la société. Et il veut améliorer cette société-là, dans cette conscience citoyenne. Il ne peut pas s'empêcher de combler ce manque. La dernière attitude, celle qui est dite de la conscience spirituelle, est celle de l'individu capable de penser la société autrement, de la voir autrement qu'elle n'est.
Il n'est pas, lui, dans l'amélioration de problèmes comme dans le second cas, il est dans un paradigme différent, et tout simplement, celui qui va vouloir mettre en œuvre les choses ou changer les choses, ça va être l'artiste ou le philosophe. L'artiste est celui qui voit avant les autres, qui est visionnaire, je vais m'expliquer plus en détail sur ce sujet, qui ressent les choses par son esprit, sa spiritualité. Le philosophe, lui, traduit le monde, il l'explique, le décortique, l'analyse, il pose les jalons des grands principes moteurs inhérents à la construction d'une société plus juste. Dans tous les cas que vous avez derrière moi, vous avez de l'imagination. Dans l'attitude agissante, nous utilisons l'imagination à des fins perceptibles par tous. Elle est ici importante pour prolonger ce que nous connaissons, quand bien même ce soit une erreur. Ne sera imaginée que l'étape donnée par rapport à son propre vécu. Elle a, évidemment, peut dire, un aspect contingent dans la deuxième situation, où les dispositifs proposés par l'imagination plus prononcée peuvent être portés par ses voisins. Autrement dit, les autres pensent pour moi dans la situation qui est en bas de la pyramide. Dans la deuxième partie, la conscience citoyenne pense un monde plus juste, imagine des situations tout à fait concrètes permettant d'améliorer la société, je l'ai dit, avec l'homme politique. Ce niveau demande donc une capacité particulière à réussir à casser les règles établies. Je casse les règles établies pour en proposer de nouvelles. Les législations, les lois peuvent permettre ça, par exemple. Enfin, la conscience spirituelle, c'est l'imagination la plus importante en termes de société. On veut inventer, innover, proposer, imaginer une nouvelle société. Et c'est ce que vous avez dans les 3 ouvrages, il en existe des centaines d'autres, mais notamment avec La République de Platon, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, évidemment Utopia de Thomas More. Mais ce sont évidemment les musiciens, ce sont évidemment les peintres, tels que je l'ai dit, avec les artistes ou les philosophes. Si on est plus sur les philosophes ici, les artistes sont évidemment dans cette dimension-là. Lorsque Imagine de John Lennon explique qu'il n'y a pas de pays, pas de cause pour tuer, mourir, de religion, vivre dans la paix, il n'y a pas de place pour l'avarice, ni la faim, etc. On est pleinement dans cette volonté de créer une société à travers une imagination, tout comme chez Platon par exemple. Mais ces mondes d'imagination-là se vivent évidemment dans l'art. Dans l'art tel que, ici vous avez avec Luc Schwitten, qui projette une utilisation des écosystèmes, offrant ainsi des modèles inédits de l'organisation des villes, tout comme vous avez également, plus connu, le tableau de Bruegel, avec son tableau de la tour de Babel. Le grand risque de notre société d'aujourd'hui est de perdre l'imagination, de ne la réduire que dans des espaces confinés, connus et prévisibles, où celle-ci ne sera que maigrement utilisée. L'imagination à destination de la conscience spirituelle, le 3e niveau, doit pouvoir naître au sein des individus, quand elle ne semble qu'aujourd'hui que destinée à la conscience agissante ou au mieux conscience citoyenne. Seule l'imagination semble capable de bouleverser la société, les attitudes des uns ou des autres, pour inventer de nouveaux modes de vie. Ainsi, cette phrase est importante, l'imagination au pouvoir, plus exactement l'imagination au pouvoir de soi, c'est la seule voie qui semble capable de changer les vies en transgressant les classes sociales, comme toutes les structures, grâce à l'appel transcendantal, évidemment, du spirituel. Et je vais donner des exemples pour ça. Toutefois, ce n'est pas la compréhension et la volonté qui peuvent permettre de réussir cela. Ce n'est pas simplement parce que vous le voulez que ce sera le cas. Car celui qui est dans la conscience agissante, on peut, comme les anciens peuvent le dire, être dans la stultia. La stultia, c'est ce qu'on appelle la stupidité. C'est une notion fondamentale de la philosophie stoïcienne que l'on peut lire notamment chez Sénèque, dans De la tranquillité de l'âme, où stultitia, qui vient de stultus, signifie inerte, qui n'est pas capable de se mouvoir. C'est aussi celui qui n'a pas souci de lui-même. Et la stultia, c'est la situation dans laquelle on se trouve spontanément, dès lors qu'on ne se pose pas de questions. Stultus, explique Sénèque, celui qui est ouvert à tous les vents, celui qui laisse entrer dans son esprit tout ce qui se présente à lui sans examen ni analyse. Ne se souvenant de rien, ne se remémorant aucun acte, le stultus change d'avis sans cesse et laisse s'écouler la vie sans songer un instant à avoir réflexion sur elle. Nous utilisons ici ce concept de stultus pour montrer ce à quoi est confronté l'individu de la conscience agissante, celui dans lequel nous nous trouvons spontanément. Il se trouve
dans son environnement, en étant ouvert à tous les vents, prend pour argent comptant ce qui lui est proposé par la société, il est incapable de remettre en cause le système, il accepte tout ce qu'il voit comme une norme acceptable et immuable. Il faut donc aider cette personne-là à sortir de ce système-là, et donc à franchir de l'étape de la conscience agissante à la conscience citoyenne, puis la conscience spirituelle. Simplement, l'individu, si vous m'avez bien suivi, ne peut pas le faire seul. Il lui faut travailler sur deux façons différentes de le faire. Plus exactement, deux manières ou deux acteurs de le faire, que sont l'artiste et le philosophe, ainsi que je vais l'expliquer. Seuls ces deux-là sont capables de nous faire évoluer d'une conscience à l'autre. L'artiste, comme mentionné, est celui qui sent, voit, qui comprend mieux le monde avant les autres. Ainsi, lorsque l'on voit ce que l'explique de façon très claire Bergson, la philosophie n'est pas l'art, mais elle a avec l'art de profondes affinités. Qu'est-ce que l'artiste ? C'est un homme qui voit mieux que les autres, car il regarde la réalité nue et sans voile. Voir avec des yeux de peintre, c'est voir mieux que le commun des mortels. Lorsque nous regardons un objet, d'habitude, nous ne le voyons pas. Parce que nous ne voyons, ce que nous voyons, ce sont des conventions interposées entre l'objet et nous. Ce que nous voyons, ce sont des signes conventionnels qui permettent de reconnaître l'objet et de le distinguer pratiquement d'un autre, pour la communauté de la vie. Mais celui qui mettra le feu à toutes ces conventions, celui qui méprisera l'usage pratique et les commodités de la vie et s'efforcera de voir directement la société même, sans rien interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste. Mais ce sera aussi un philosophe, dit Bergson, avec cette différence que la philosophie s'adresse moins aux objets extérieurs qu'à la liberté et la vie intérieure de l'âme. L'artiste est quelqu'un qui sait rester confus, qui sait présenter le confus, mais qui, dans le même temps, sait rendre l'expérience de la confusion. Il n'a pas mission de nous rendre l'expérience explicable ou claire et distincte, car cela est le rôle des philosophes, mais surtout des scientifiques. Cette confusion, d'ailleurs, empêche souvent l'artiste de formaliser de manière spontanément compréhensible les choses, son propos. Et souvent, nous avons besoin de traduction des œuvres. Ainsi, lorsque vous voyez le fameux urinoir de Marcel Duchamp, nous avons besoin de comprendre et de traduire cette œuvre-là. Selon lui, Marcel Duchamp, il y a toujours quelque chose de tout fait dans l'art. Tout fait, c'est-à-dire que si vous prenez un peintre, il utilise un tableau, une toile, il va utiliser de la couleur, une brosse, etc. Et Marcel Duchamp se dit, mais s'il y a du tout fait dans l'art, une partie en tout cas qui est tout fait, pourquoi est-ce que l'on ne peut pas aller jusqu'au bout des choses en retirant la main également ? En retirant la main, finalement, il y a ce qu'il appelle le ready-made, il appelle le tout fait. Le tout fait, il n'y a plus rien à faire. André Breton donnera sa définition des ready-made, sur lequel Marcel Duchamp est d'accord, dans Le phare de la mariée en 1934, objet manufacturé, promu à la dignité d'objet d'art par le choix de l'artiste. Installé en 1915 à New York, Marcel Duchamp est alors une vedette médiatisée. Provocateur, il propose donc ce que vous voyez derrière moi, Fontaine, un simple urinoir qui est signé par R. Mutt, qui sera refusé au salon de la Society of Independent Artists de 1917. Duchamp, défendant l'urinoir, signé d'un pseudonyme, le déclare. Le fait que M. Mutt ait modelé ou non La Fontaine de ses mains n'a aucune importance. Il l'a choisi. Il a pris un article courant de la vie et fait disparaître sa signification utilitaire sous un nouveau titre. De ce point de vue, il lui a donné un sens nouveau. Cela doit évidemment être compris avec un autre aspect très important de Marcel Duchamp qui dit que c'est le regardeur qui fait le tableau. En ce sens, le tableau par lui-même ne vaut rien. L'art ne vaut rien s'il n'est pas regardé, s'il n'est pas analysé, s'il n'est pas critiqué. Ce qui est évidemment le cas avec le ready-made. Un urinoir qui n'est tourné que vers sa fonction initiale n'est pas regardé, critiqué ou analysé, il est utilisé. L'imagination de Duchamp, en le poussant à l'extrême, en poussant ce tout fait à l'extrême, il provoque le spectateur, incite à prendre part à l'art qui lui est proposé. Il va changer la perception du monde, modifie la sensation habituellement recueillie face à un urinoir. Ce qui est important, c'est de voir que Duchamp, en incluant les spectateurs, veille à les élever, à les éveiller. Il prend, provoque, agite les consciences et les élève. Nous pourrions peut-être dire que paradoxalement, avec un tout fait, il évite le prêt-à-penser.
Prenons un autre cas troublant avec un artiste que peut-être certains vous connaissent, qui s'appelle Francis Alice, dont les travaux portent notamment sur l'inutilité de l'effort. On note l'aspect assez déroutant de l'artiste, comme je vais vous le montrer dans l'œuvre d'art qui va suivre. Il montre que parmi une somme d'individus confrontés à son art, une partie, quand bien même infime, va être sensible et faire fructifier son imagination. Une pensée va naître de ces travaux présentés, comme celui-ci appelé Paradox of Praxis.
Tú me mandas a ti. Qu'on le veuille ou non, Francis Alice fait bouger les consciences et cherche à la provoquer ici en faisant la démonstration qu'on peut dire concluante de l'inutilité de l'effort. D'ailleurs, on peut voir chez cet artiste un aspect non pas opposé, mais très différent de l'individu agissant en acte, dans l'éloge qu'il fait de la lenteur. S'il vous est beaucoup plus confortable maintenant de voir un urinoir de Marcel Duchamp, vous êtes gêné de voir ça. Finalement, quel est le but de ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a finalement cet art-là ? Est-ce que c'est vraiment de l'art ou pas ? La même situation se posait lorsqu'on voyait un urinoir posé dans une salle d'exposition. On peut d'ailleurs également voir dans cet artiste un certain éloge de la lenteur. L'éloge de la lenteur, il montre l'importance de prendre son temps pour faire vivre une œuvre, tout comme pour la créer. Que l'on soit écrivain, musicien, peintre, il s'agit toujours de retenir le temps pour faire naître l'idée. La retenir avant qu'elle jaillisse sur le papier, la toile ou l'instrument musical. Prends ton temps, nous dit Wittgenstein, voilà ce que les philosophes devraient se dire entre eux. Peu importe que l'on apprécie Francis Alice, c'est pas vraiment important. La multiplication des arts fait que chacun trouvera où faire naître son imagination, où elle sera la plus sensible. Exposition, musée, opéra, théâtre, concert, peu importe. Lieux et types d'art dans leur ensemble sont ceux qui se doivent être investis pour nous faire sortir de cette conscience agissante, spontanée, telle qu'on l'a vu tout à l'heure. L'autre maître important permettant l'élévation des consciences, après l'artiste, c'est le philosophe. Le philosophe est pour Henry David Thoreau le guide, l'éclaireur de la vie, le visionnaire, car lui aussi, tout comme l'artiste, est en avance sur ses contemporains. On retrouve ici exactement le même propos que tient Épictète à propos des cyniques. Le philosophe est l'éclaireur, celui qui est devant, celui qui sert l'humanité, et c'est la fonction particulière du cynique. Pour Thoreau, dans les idées comme dans la vie quotidienne, le philosophe est systématiquement en décalage, en avance sur ses concitoyens. Que ce soit dans la façon de se nourrir, de s'habiller, de se loger, de se penser. En cela, il est évidemment très proche des artistes. Toutefois, le philosophe est capable de mettre en perspective les questions fondamentales que peut ressentir l'artiste. Il a de plus cette capacité de combiner les sciences, d'articuler les concepts et de les rendre intelligibles au plus grand nombre tout en veillant à viser la sagesse. Artistes et philosophes sont pourvoyeurs d'imagination et ils sont le reflet l'un de l'autre. C'est dans leur faculté d'appeler au doute, à remettre en question et déranger les habitudes. Artistes et philosophes interrogent, appellent au doute, à la remise en question et dérangent les habitudes. Ils ont le plein rôle d'accoucheurs des esprits et même, en cela, peuvent être bien évidemment haïs, critiqués, adulés. Jamais ils ne laissent indifférents. Artistes et philosophes nous font sortir de nos barrières et nos systèmes de pensée, puisqu'ils traversent les pensées, les disciplines et les barrières. Il y a une nécessité de se confronter à la pensée artistique, tout comme, évidemment, et quel que soit son type d'art, tout comme il y a la nécessité de se confronter à la pensée philosophique, également, quel que soit son courant. Dans tous les cas, et c'est important d'avoir ça en tête, c'est face aux penseurs et aux pensées que nous commençons à forger notre propre pensée, nos propres réflexions, et c'est forcément ce vers quoi il faut tendre, au risque sinon de rester dans cette conscience agissante. Il faut voir artistes et philosophes comme les maîtres dans l'Antiquité. Ils sont là pour nous montrer, dire et apprendre à imaginer d'autres mondes possibles. Ainsi, c'est ce que Jean-Paul Sartre montre quand il suggère d'apporter des solutions nouvelles lors des manifestations de Boulogne-Billancourt. Il va essayer justement d'utiliser la matière de l'ouvrier, la matière manifestant de l'ouvrier, la manière dont il va falloir essayer de comprendre la société comme une conscience citoyenne pour changer les choses. Tout comme il va essayer évidemment d'élever vers une sorte de conscience spirituelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Les philosophes sont source d'imagination. Et dans ce cadre, l'imagination prend le pouvoir car elle est présente en chacun des êtres. Plus précisément, les êtres libres que sont les artistes et les philosophes. Comme le souligne le philosophe français d'origine lituanienne Emmanuel Levinas, être libre, c'est faire ce que personne ne peut faire à ma place. Personne ne peut faire de façon identique ce que fait un artiste, sinon ce ne serait qu'une pâle copie. Personne ne peut reproduire ce que pense un philosophe, sinon ce serait du plagiat. Il faut donc viser l'original. Il faut créer et il faut imaginer.
Comme l'ont dit bien évidemment Pseudo-Démosthène, mais aussi Emerson, mais aussi Walter Pater, mais aussi Nietzsche, mais évidemment Oscar Wilde et peut-être surtout Michel Foucault, il faut faire de sa vie une œuvre d'art. Ce qui m'étonne, c'est le fait que dans notre société, l'art soit devenu quelque chose qui n'entre en rapport qu'avec des objets et non pas avec les individus ou avec la vie. Et aussi que l'art soit un domaine spécialisé, propre à des experts qui sont des artistes. Mais la vie de tout individu ne pourrait-elle pas être une œuvre d'art? Pourquoi un tableau ou une maison sont-ils des objets d'art mais non pas notre vie? Pour conclure, l'imagination au pouvoir, c'est l'imagination dans son propre pouvoir d'individu. Nous devons prendre le pouvoir sur l'imagination pour nous en servir, pour l'utiliser, pour la travailler. Il n'y a pas à redouter l'imagination, contrairement à ce que nous avons observé chez certains, mais seulement nous ne la redouterons pas que si nous la contrôlons et que d'autres ne la contrôlent pas à notre place. D'ailleurs, à l'origine des consciences agissantes, comme on l'a vu, il y a bien souvent une conscience citoyenne ou même spirituelle qui, elle, voit ou anticipe les faits qui seront mis en œuvre par les agissants. Nous comprenons donc qu'il faut se rendre maître de l'imagination, quand bien même il faut en passer par des maîtres que sont les philosophes et les artistes. Ces deux-là sont de tout temps, systématiquement dans les manifestations, les révolutions, dans tous les endroits du monde. Ils sont porteurs d'imagination, non pas pour eux-mêmes ni pour leurs œuvres, mais pour l'homme du commun, pour les missions de l'homme du commun et son rôle en tant qu'homme et femme, en tant que travailleur, en tant que père et mère, en tant qu'étudiant, en tant que professeur, etc. Le monde est un donné. Ce n'est pas pour autant qu'il soit définitif dans sa forme donnée. En tant qu'étudiant, en tant que salarié, chômeur, professeur et quels que soient d'autres métiers, comptable, boulanger, menuisier, etc., tous nous participons naturellement à la manière d'une conscience agissante, sans nous poser de questions. Dans ce cas, nous veillons à entretenir le monde agissant avec une utilisation bien trop réduite de l'imagination et finalement nous la subissons. Le monde citoyen est celui auquel il faut aspirer si on souhaite l'améliorer et l'imagination est un axe forcément qui devient important. Mais cette importance de l'imagination devient nécessaire dès lors que l'on essaye de dépasser ce cadre vers un cadre d'un monde spirituel où l'on veillera alors à la construction d'un monde inédit. Merci beaucoup.